Mes très chers baladonautes, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je vais vous conter une histoire vraie, tirée des annales judiciaires, mais au lieu de me concentrer seulement sur l'histoire telle que la justice l'a retenue, je conclurai par une interprétation personnelle, ce que je pense être la vérité, ce qui s'est réellement passé et que la justice n'a malheureusement, ou heureusement, pas pu considérer. En premier lieu, je dois vous avertir que, si l'histoire est vraie, l'interprétation finale est purement personnelle et n'engage que votre hôte. L'exercice, purement intellectuel, n'a pas pour vocation de vilipender, dénoncer ou clouer au pilori, mais simplement de divertir en apportant un autre point de vue, d'autres hypothèses ou perspectives fondées toutefois sur les éléments de l'enquête. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice régulier, qui ne remplace en rien un vrai procès, avec de vraies preuves. L'objectif n'est toutefois pas de condamner, mais de montrer, preuves à l'appui, que la vérité découle de l'interprétation des mêmes événements factuels. Toutes les différences, tous les désaccords reposant sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En second lieu, je dois préciser que cette chronique sera entièrement en format audio afin que vous puissiez suivre cette histoire tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Aujourd'hui, l'histoire qui nous intéresse est connue sous le nom de l'affaire Maëva Rousseau. Alain Caillot, un cuistot de 26 ans, et Maëva Rousseau, une esthéticienne de 23 ans, se sont installés quelques mois auparavant à Chérence, dans le Val d'Oise, avec leur fils Lorenzo de 13 mois. Le 7 avril 2012, comme tous les jours, Maëva travaille dans un institut de beauté à Mantes-la-Jolie. À la fin de sa journée, elle récupère Lorenzo chez ses parents vers 19h, chez lesquels elle reste jusqu'à 21h45 environ, avant de rentrer chez elle pour coucher son fils. En arrivant, à 22h04, elle envoie un SMS à sa mère, lui indiquant qu'elle est bien arrivée et que la porte de la maison semble avoir des difficultés à s'ouvrir. À 22h17, elle reçoit un SMS de son compagnon qui lui indique qu'il rentrera vers 1h du matin. Il travaille dans la restauration et le service n'est pas fini. À 23h18, elle lui envoie un SMS. À minuit 54, Alan lui envoie un SMS pour lui indiquer que sa soirée se prolonge encore et qu'il rentrera vers 3h du matin. Ce SMS, elle ne le consultera pas. Peut-être dormait-elle déjà à ce moment-là.
Lorsqu'Alan Caillot rentre chez lui, un peu avant 3 heures du matin, il trouve sa petite amie Maeva dans la chambre, sur le lit, au milieu d'une mare de sang, à côté de Lorenzo qui pleure. Il est 2h48. Il appelle aussitôt les secours qui arrivent peu de temps après sur place et tente une réanimation cardio-pulmonaire. En vain. Elle meurt le 8 avril à 3h30. Les premiers résultats indiquent que la jeune femme a reçu plusieurs coups à la tête, au point d'en avoir le crâne enfoncé, ainsi que des coups sur son côté droit, des côtes cassées, des articulations luxées. À l'évidence, elle a défendu chèrement sa vie contre un agresseur qui s'est acharné. Les enquêteurs constatent que les serrures sont intactes. Il n'y a aucune trace d'effraction sur les portes ou les fenêtres. Soit elle a ouvert à son agresseur, soit elle a laissé la porte ouverte. Malgré tous leurs efforts, les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte. Il manque juste une chose, le sac à main de Maeva, à l'intérieur duquel il y avait ses papiers et son portefeuille. L'aurait-on tué pour un simple portefeuille contenant quelques euros et une carte de crédit? Seule certitude, elle a été agressée entre 23h18 et 2h48. Le 10 avril 2012, des personnes retrouvent un sac à main dans une rivière et le rapportent aux autorités. Il s'agit du sac à main de Maeva. Bizarrement, le contenu du sac est complet. Il ne manque rien. Sauf que le sac est retrouvé à côté d'un restaurant dans lequel Alan a travaillé et qu'il fréquente encore régulièrement. C'est aussi lui qui est arrivé le premier sur les lieux du crime et qui a appelé les secours. Il devient donc un suspect immédiatement. Et ça tombe bien, cet Alan Caillot n'est pas un étranger des services de la gendarmerie. Il a été mêlé à un trafic de stupéfiants, ce qui ne plaisait d'ailleurs guère à Maeva. Serait-il possible qu'une dispute ait dégénéré à propos de la drogue? Alors on l'interroge. On en profite pour relever toutes les traces et indices qu'on peut trouver sur lui. On prend des photographies pour trouver des marques de lutte. Rien. Il n'y a rien, ni sur son corps, ni sur ses vêtements. De plus, les caméras de surveillance le placent sur son lieu de travail, à l'heure supposée du crime. Et si Alan avait commandité le crime, s'il avait un complice,
Alors les enquêteurs vont interroger tous ses contacts. Rien. Alan Caillot ne semble pas relié à cette histoire et était écarté de la liste des suspects. Les enquêteurs continuent leur investigation en interrogeant le voisinage. Un voisin du couple, qui rentrait chez lui au moment supposé de l'agression, a remarqué la présence d'un homme au comportement étrange. Un homme de 50 ou 60 ans, à côté d'un véhicule utilitaire blanc, ni sale, ni en mauvais état, et qui semblait se cacher pour ne pas qu'on aperçoive son visage et, surtout, encore plus suspect, il portait des gants ménagers de couleur rose. Mieux encore, ce témoin se souvient d'une partie de l'immatriculation du véhicule. Dommage. Après investigation, cette piste ne donne rien. Cependant, la chance sourit aux enquêteurs. Un couple habitant le voisinage et qui rentrait chez lui ce soir-là vers minuit 30 se souvient avoir croisé un véhicule utilitaire qui avançait tout feu éteint, roulant lentement. Les deux témoins ont même le temps d'apercevoir que le conducteur est un homme. Encore mieux, l'une de ces deux personnes reconnaît l'homme. Il s'agit d'un artisan d'un village d'à côté, Bray-Élu, un certain Alain Berruet. Après quelques recherches, cet homme de 61 ans est effectivement propriétaire d'un véhicule utilitaire blanc dont la plaque d'immatriculation correspond au souvenir du premier témoin. Bingo! Les enquêteurs ont enfin une piste qui semble solide, avec un bon suspect. Monsieur Berruet est immédiatement convoqué pour savoir ce qu'il faisait dans la soirée du 7 au 8 avril 2012. Sauf que Alain Berruet était chez des amis avant de rentrer chez lui pour dormir. Plusieurs témoins et sa femme le confirment. Et en perquisitionnant le domicile, rien. Pas une seule goutte de sang, pas un seul indice suspect. Cependant, Alain Berruet connaissait la victime. Il la connaissait même très bien. Monsieur et Madame Berruet ont deux fils. L'un de ces fils s'appelle Rodolphe. Maëva, Alan et Rodolphe se connaissent depuis presque toujours, depuis qu'ils sont à l'école primaire de Bray-Élu. Avec d'autres, ils forment un groupe de jeunes qui se côtoient et sont quasiment inséparables. Au collège, Maëva commence à sortir avec Rodolphe. Leur relation durera 4 ans. Elle finit par le quitter et se retrouve bientôt à sortir avec Alan. De son côté, Rodolphe a aussi une petite amie. Sauf que le jeune homme n'arrive pas à oublier Maëva et il enrage de la voir vivre sa vie avec un autre. Il va jusqu'à la harceler. Malgré ses refus sans ambiguïté, il continue d'insister, tant et si bien que lorsqu'Alan croise la petite amie de Rodolphe, il lui montre les messages que ce dernier renvoie à Maëva. Devant ces preuves accablantes, la jeune femme rompt. Rodolphe a ainsi tout perdu. Il est en colère, bien entendu. Il rumine. Il boit. Il rumine encore. Il boit surtout. Et, l'esprit embrumé par les vapeurs de l'alcool, il décide de régler ses comptes directement avec Maëva et Alan, face à face.
Il prend alors sa voiture en direction de Chérence, là où habite le couple. Il roule, il rumine, il roule, beaucoup trop vite. Trop alcoolisé, ses réflexes sont plus lents. Au détour d'un virage, roulant à 130 km/h, il quitte la route et se tue. Rodolphe Berruet meurt le 21 août 2011, à l'âge de 24 ans. Le choc n'est pas seulement terrible pour Rodolphe, mais aussi pour ses parents qui restent inconsolables. Ainsi, quand Anda, la mère de Rodolphe, qui va au cimetière tous les jours, apprend de la bouche d'une femme que des bruits semblent provenir de la tombe de son fils, elle y croit et demande à son mari de venir constater avec elle. Au point que les gendarmes devront intervenir pour empêcher Alain Berruet d'ouvrir lui-même la tombe. Après cela, ils remettent en doute la thèse de l'accident, prétextant qu'il y avait une autre personne dans la voiture au même moment, jusqu'à ce qu'un expert vienne confirmer que leur fils était seul. Puis ils harcèleront les témoins de l'accident, demanderont diverses expertises. Ils n'arrivent pas à faire leur deuil. Anda finit par vivre recluse et faire une dépression. Elle en veut à tout le monde, y compris à Maëva et Alan. Sans eux, son fils serait encore en vie. Alors, quand Anda croise le jeune couple, sa colère éclate. Le 31 octobre 2011, Maëva et Alan sont en train de faire des courses à Bray-Élu lorsqu'ils sont accostés par Alain Berruet et sa femme. Anda Berruet s'en prend d'abord verbalement à la jeune femme avant de devenir plus agressive et de la pousser contre un véhicule. Puis les menace de les tuer, même si elle devait aller en prison pour cela. Alain, suivant l'exemple de sa femme, s'en mêle en les insultant à son tour. Des menaces de mort sont encore proférées. Le jeune couple décide de porter plainte. Ainsi donc, les époux Berruet avec beaucoup de colère vis-à-vis de Maëva, qu'ils considéraient comme responsable de la mort de leur fils. Alors, le juge d'instruction va demander à les placer sur écoute. En juin 2012, les enquêteurs interceptent un échange entre Anda et une amie dans laquelle Anda explique qu'elle a découvert un sac à main sur la table de sa cuisine le lendemain de la mort de Maëva. Les époux sont donc placés en garde à vue le 27 juin 2012. Anda Berruet est interrogée. Elle ne sait pas. Elle ne comprend pas les questions. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Alors, on lui montre un panachage de sacs et on lui demande d'indiquer si elle voit un sac à main correspondant à celui qu'elle a vu chez elle. Elle indique celui qui ressemble à celui de ses souvenirs, qui n'est autre que celui de Maëva. C'est au tour d'Alain Berruet de passer entre les mains inquisitrices des enquêteurs. Comment explique-t-il la présence d'un sac à main chez lui? Comment explique-t-il avoir été aperçu dans la rue de la victime à l'heure de l'agression? Il finit enfin par craquer. Il avoue avoir pété les plombs. Il avoue avoir tué Maëva Rousseau. Et voici comment cela s'est passé. « 23h30. Après un dîner chez des amis, de retour chez lui,
passablement éméché, il passe devant le cimetière. Et là, dans sa tête, tout s'enchaîne. La mort de son fils, Maeva. Il est temps que justice soit rendue. Il rentre chez lui, enfile des gants de ménage, des bottes. Il prend une batte de baseball, puis se rend chez Maeva en voiture. Il ouvre la porte qui, exceptionnellement, n'est pas fermée à clé. Il entre, monte à l'étage. Elle le voit, elle le reconnaît. Il se met à la frapper, encore et encore, malgré les pleurs de l'enfant juste à côté. Puis il repart, emportant le sac à main. Il arrive chez lui vers 1h du matin. Il montre le sac à main à sa femme, qui lui demande alors de le remettre là où il l'a trouvé. Il reprend son véhicule, jette le sac à main dans la nature, là où on le retrouvera plus tard, puis rentre chez lui et reprend le cours de sa vie, comme si de rien n'était. Au point que le père de Maeva, pourtant son meilleur ami, ne le soupçonnera à aucun moment et reste surpris quand il apprend la vérité. Alain Bervet est mis en examen pour assassinat. Anda Bervet, mis en examen pour complicité de destruction de preuves. Toute la question qui se pose à la justice est maintenant de savoir s'il a agi sous le coup de la colère, qui lui aurait fait perdre tous ses repères, ou bien si c'était prémédité. Même s'il prétend qu'il était juste venu discuter, le simple fait d'avoir mis des bottes, des gants et pris une batte de baseball jette un sérieux doute sur ses arguments. Plus étrange encore, il ne se souvient pas avoir vu ou entendu Lorenzo ce soir-là, alors qu'il était aux côtés de sa mère. Pour les enquêteurs, c'est évident, il ment. Le psychiatre qui l'analyse le décrit comme une personnalité psychorigide, s'estimant être dans son bon droit en rendant justice. Comment Alain Bervet, qui n'est pas réputé pour être un personnage violent, connu et respecté de tous, a-t-il pu devenir un assassin du jour au lendemain? Né de père inconnu, sa mère ne lui a jamais fait preuve de beaucoup d'affection, le considérant plus comme une gêne que comme un cadeau. À l'âge de 35 ans, il rencontre Anda, plus jeune que lui. De leur union naîtront 2 enfants, 2 garçons, dont Rodolphe est l'aîné. Décidé à ne pas reproduire les erreurs de sa mère, il donne attention et affection, au point de ne rien leur refuser. Il voulait leur offrir tout ce qu'il n'avait jamais eu, tout ce qu'il n'avait pas pu avoir. C'est un excellent professionnel, mais la reconnaissance a un coût. Il part tôt et rentre tard, laissant sa femme à la maison avec les enfants. Après 25 ans de mariage, Anda demande le divorce, sans lui dire en face, sans le prévenir. Il reçoit la convocation par la poste. En attendant que le divorce soit prononcé, les deux vivent leur vie sous le même toit, se partageant les étages. Si sa femme lui tourne le dos, il lui reste ses fils. Alors, quand l'un d'eux meurt, c'est un déchirement. Un déchirement tel que la douleur permettra au couple de se ressouder. Le procès commence le 15 juin 2015 à Pontoise. La cour d'assises reconnaît la préméditation.
Alain Berruet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle au lieu des 30 ans réclamés par l'avocat général. Hinda Berruet prend 2 ans avec sursis. Ainsi la justice des hommes a été rendue. La justice a été rendue, mais sans éclaircir réellement l'enchaînement précis des événements. Et pour cause. Cet assassinat semble être la conséquence d'un ressentiment profond, nourri par des mois de souffrance. Si Alain Berruet est reconnu coupable par les preuves accablantes contre lui, la justice n'a rien pu prouver pour sa femme. Des questions qui n'ont, heureusement, pas empêché la justice de faire son travail et de rendre un verdict. Ainsi, malgré toutes les zones d'ombre, la justice a tranché. Pourtant, il y a un petit détail qui me chiffonne. Un détail sous la forme d'un objet, le sac à main. Pourquoi prendre le sac à main et le jeter ensuite ? Voilà ce qui s'est passé. Le deuil. Cette affliction naturelle qui nous envahit quand décède un proche. Elle peut nous envahir au point de nous consumer. C'est dans ces moments-là que nous sommes les plus vulnérables et que nous avons alors besoin de nos meilleurs amis pour nous aider à remonter la pente. Malheureusement, dans ces moments-là, si nous sommes mal entourés ou mal conseillés, nous pouvons sombrer. Et c'est ce qui est arrivé à Alain Berruet. Il est l'exemple parfait de l'individu qui a sombré alors que rien ne semblait le prédestiner. On pourrait penser qu'Alain Berruet avait mal commencé dans la vie. Certes, il n'a pas eu de chance avec la sienne, celle dont il est issu. Mais, malgré tout, il n'a pas mal tourné. Il n'est pas devenu un délinquant, mais un respectable artisan, préférant fréquenter les chantiers plutôt que les prisons. Pour autant, il n'a pas oublié d'où il venait et ce dont il avait manqué. Alors il a donné à la famille qu'il a fondée tout ce qu'il n'avait jamais eu. Et il s'est beaucoup investi. Il se levait tôt, se couchait tard. Tout ceci pour prendre soin de sa femme, mère au foyer, et de ses 2 enfants. Et il l'a fait sans rechigner. Pour sa famille, car c'est important la famille. Surtout pour un homme comme lui. Si ses efforts ont été socialement récompensés par une excellente réputation professionnelle, ça n'a malheureusement pas suffi. Après 25 ans d'efforts quotidiens, sans compter son temps, son énergie, son investissement, avec persévérance et constance, sa femme a décidé de divorcer. Pas un divorce à la loyale, non. Un coup bas, dans le dos. Il l'a appris par la poste, en recevant sa convocation alors que sa femme vivait sous le même toit. Elle n'a pas eu le cran de lui annoncer en face. Un malheur n'arrivant jamais seul, il n'a pas eu même le temps de s'en remettre que son fils aîné est fauché en pleine jeunesse. Coup sur coup, il perdait sa femme et un fils. Bien entendu, il n'a pas été le seul à perdre un fils. Sa femme aussi. Et chacun a une façon différente de gérer son deuil. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alain Berruet y a vu un moyen de retrouver sa femme et de reformer une famille unie, comme celle qu'il a toujours rêvé d'avoir.
De son côté, Anda, elle aussi rongée par le deuil, s'est légitimement acharnée à espérer que la justice soit rendue, car rien n'est plus injuste que la mort d'un enfant. C'est tellement injuste que ça fait mal. Ça fait si mal qu'on en vient à espérer que rien ne soit jamais arrivé. Alors, lorsqu'une femme lui indique qu'elle a cru entendre des bruits provenant de la tombe fraîchement creusée de son fils, l'esprit corrompu par ces légendes urbaines d'individus enterrés vivants, elle veut y croire. Et que fait-elle ? Demande-t-elle aux gardiens du cimetière ? Demande-t-elle aux autorités ? Non. Elle demande à son mari d'intervenir. Pourquoi lui ? Parce qu'elle le connaît assez. Parce qu'elle vit avec lui, sous le même toit, et qu'elle sait comment le travailler au corps pour l'influencer dans son sens. Le deuil l'ayant fragilisé lui aussi, ça n'est que plus facile. Oh, elle ne l'a pas forcément prémédité. Elle l'a fait par habitude, par réflexe, parce qu'elle sait, au moins intuitivement, qu'il ira dans son sens, lui qui se levait tous les matins, sans jamais rechigner ou faiblir. Et lorsqu'ils croisent le jeune couple en faisant leur course à Chérence, qui est le premier à rentrer dans la bataille et à s'attaquer à Maeva ? Anda. Son mari n'a fait que suivre. Et si leur fils est bien mort, il n'est peut-être pas mort seul. S'il était avec quelqu'un, ça pourrait être lui le coupable, une personne à envoyer derrière les barreaux. C'est elle qui va distiller dans l'esprit de son mari que Rodolphe n'est pas mort d'un accident. C'est très certainement elle qui est à l'origine de la remise en cause de l'expertise de l'accident. À minima, elle a ajouté de l'huile sur le feu. Et lorsque l'investigation a démontré que Rodolphe était seul au volant, même s'il n'est pas mort sur le coup, alors le responsable est tout trouvé. Maeva. Sans elle, rien ne serait jamais arrivé et leur fils serait encore en vie. Elle doit payer. Alors elle a travaillé son mari au corps, à nouveau, utilisant son attachement à sa famille et l'espoir de retrouver sa femme. Elle l'a attaqué là où ça faisait le plus mal, arguant qu'il n'était pas un homme, car un homme, un vrai, aurait rendu justice. Petit à petit, elle l'a influencé, utilisant la douleur de cet homme comme arme, alimentant cette douleur avec la sienne, le poussant encore et encore jusqu'à ce qu'il craque. Alors, aidé par l'alcool, il a craqué. Lui qui n'avait jamais enfreint la loi s'est transformé en vengeur ganté. Le destin était même de son côté, car lorsqu'il est arrivé sur les lieux, la porte n'était pas verrouillée. Il a appliqué sa sentence avant de repartir, et, pour prouver à sa femme qu'il était à la hauteur, qu'il était un homme, l'homme qu'elle attendait qu'il soit, il a pris avec lui une preuve, le sac à main. Et il a posé ce sac sur la table, devant elle, pour lui indiquer, sans l'ombre d'un doute, que le problème était réglé, comme elle le lui avait suggéré. Ce n'était pas un trophée,
mais une preuve de son courage, de sa détermination, de son exécution. En homme, il a réglé la situation par l'action. La preuve qu'il lui apporte est aussi une tentative de se réconcilier, de se remettre avec elle. Un petit geste qui fait toute la différence et la lumière sur celui qui tire les ficelles et celui qui exécute. À la lueur de cette interprétation, le tueur est donc tout désigné, et la justice des hommes a été rendue imparfaitement. Oui, Alain Berruet est coupable. Il a assassiné Maëva Rousseau. Mais il manquait une personne dans le box des accusés. Une personne qui l'a poussé, influencé. Une personne en souffrance, certes, mais aussi lâche, qui préfère être victime plutôt que coupable, et qui pousse les autres à faire le sale boulot. Une personne qui, sachant pourtant ce qui s'est passé, feindra ne pas comprendre, ne pas savoir. On n'en attendait pas moins d'elle. Malheureusement, Alain a toujours refusé d'impliquer sa femme. On n'en attendait pas moins de lui. Aucun élément factuel qui permette de dire que Hinda Berruet a été commanditaire. Et Alain ne dira jamais rien à ce sujet. Pour lui, il a juste eu un accès de rage. Hinda, elle, nie, indiquant qu'elle avait bien autre chose à faire que se compliquer la vie d'organiser ou de commanditer un assassinat. Au contraire, elle avait tout le temps. Enfermée dans son salon, dans l'ombre, éclairée par ses bougies et priant, elle avait tout le temps. Tout le temps non pas de planifier, mais, consciemment ou inconsciemment, de manipuler son mari en transformant la douleur du deuil en sentiment d'injustice, puis le sentiment d'injustice en colère. Sans le témoignage de son mari, il n'y a aucune preuve suffisante. Il y a même fort à parier qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Il ne s'est pas rendu compte que la fréquentation de cette femme, au pire moment de sa vie, ne faisait que le tirer toujours plus vers le bas. Et le doute doit profiter à l'accusé. Que ce qui lui est arrivé nous serve de leçon. C'est dans ces moments-là, lorsque nous sommes les plus fragiles, que nous sommes les plus influençables, au point que même le plus simple des individus peut se transformer en tueur impitoyable. En attendant, du fond de sa cellule, il devra aussi purger sa peine et en profiter pour méditer sur ce qui s'est passé, avant de définitivement passer à autre chose, s'il en est capable. Mais ceci est une autre histoire.